Bienvenue à Question de savoir, le nouveau balado présenté par la chaire publique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre premier invité, Amadou Keïta, étudiant à la maîtrise en relations internationales, sécurité internationale à l'ICI, l'école supérieure d'études internationales ici à Laval. Amadou Keïta, bonjour. Bonjour Salimatou et très heureux je suis très content de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Alors, tes travaux de recherche portent essentiellement sur le désarmement nucléaire du Sud global, c'est ça? Exactement, oui. Alors, avant de commencer, je suis un peu curieuse de savoir comment cette thématique s'est imposée à toi. Pourquoi ce choix de recherche? En fait, ce choix de recherche, c'est une très bonne question parce que c'est parti d'un grand constat que j'ai essayé de faire parce que j'ai lu beaucoup de littérature, en fait, sur la notion de sécurité internationale et puis la sécurité sur la conception des grandes puissances internationales, nucléarisées notamment. Mais aussi, ces derniers temps, on a constaté qu'il y a beaucoup de pays du Sud global. En temps de Sud global, peut-être qu'on arrivera tout de suite à l'explication de ces concepts, qui aussi ont cette velléité, cette volonté de s'armer, d'armer leur système nucléaire qui était civil, de les armer militairement. Donc je me suis posé la question, nonobstant toutes ces sanctions économiques, on peut prendre l'exemple sur le cas de l'Iran, mais aussi le cas de la Corée du Nord, qui ces pays, avec toutes les sanctions économiques, qui tiennent mordicus quand même à s'armer nucléairement. D'autant qu'il y a d'autres pays, comme l'Irak, et comme l'Afrique du Sud, et comme la Libye également, qui, avec les sanctions économiques, ont abandonné leur programme nucléaire. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi ces États tiennent vraiment à armer leur système, même s'il y a des sanctions économiques qui paupérisent les populations, il y a de la souffrance économique, il y a tout ce qui se passe avec ces sanctions économiques internationales qui sont imposées à eux. Donc la question fondamentale que je me suis posée, mais pourquoi ils tiennent vraiment à s'armer? C'est la réponse à cette question qui m'a amené vraiment à m'intéresser à ce sujet, à cette thématique. Très intéressant. Mais tu as mentionné effectivement le terme de Sud global. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les pays qui peuvent être considérés comme faisant partie du Sud global? Alors, le concept de Sud global, il faut d'abord d'entrée mentionner ou préciser que ce n'est pas un nouveau concept. C'est un concept qui est né depuis il y a plus de 3 décennies, mettons sévère quand même les années 90. C'était en début d'année 90, en fait, juste pendant la fin de la guerre froide, que le concept a commencé à prendre jour, notamment si on peut être bien précis. C'était en 92 avec la création du Center for South Global, qui a été construit à l'université American University School of International Service. Ça, c'était aux États-Unis. C'est après la construction de ce centre, en 92, que le concept a commencé à prendre jour, en fait. Les gens se sont dit, mais c'est quoi le concept de Global, Center for Global South? Alors, parce que ce centre avait pour objectif, en fait, de mener des recherches et des études sur les pays, sur la géopolitique ou la politique de positionnement des pays du tiers-monde, c'est-à-dire les pays du tiers-monde pendant la guerre froide, qui se positionnaient un peu par rapport, ou qui prenaient position soit de la neutralité, ou se positionnaient soit du côté des Alliés ou du côté de l'Union soviétique. Donc du coup, ce centre, maintenant, après la guerre froide, s'est concentré sur l'étude du positionnement maintenant, parce qu'on n'est plus dans la période de guerre froide. Donc, quelles seront les nouvelles stratégies de positionnement géopolitique de ces pays du tiers-monde? Et alors, le centre, on a imaginé global, le sud, la notion de sud global, et ça c'était en 92. Donc il a fallu attendre 7 ans après, c'est-à-dire en 99, avec l'œuvre, en fait, le grand livre qui de Patrick Pirotor. C'est Patrick Pirotor qui a intitulé son livre, si vous me regardez encore fidèle, l'environnement des tiers-mondes, l'environnementalisme du tiers-monde, cas d'étude du sud global. Et d'ailleurs, dans la préface de ce livre, il a essayé de préciser que ces concepts, j'essaie de le paraphraser pour faciliter la compréhension pour nos téléspectateurs qui nous suivent justement. Absolument, ils sont des néophytes. Exactement. Donc, il a essayé de préciser dans sa préface que le concept Sud global c'était un nouveau usage pour décrire ou pour présenter les pays du tiers-monde. C'est d'où, disons, la communauté internationale ou disons les internationalistes ont commencé alors à s'intéresser à cette notion. Il a fallu encore attendre de 99. Le concept est né maintenant, est théorisé. Donc, il a fallu attendre 2007 avec la construction, avec le lancement, si vous voulez, de la revue littéraire à l'université de Mississippi, en fait, qui a été intitulée, cette revue littéraire est intitulée Le Sud Global, like Global South. Et maintenant, sauf que la notion ou le concept est resté dans le cadre universitaire. C'est-à-dire que les internationalistes, mettons des diplomates, les hommes politiques ne s'intéressaient pas vraiment
faut le dire, à ces concepts, et on essaie toujours de dire le Sud, le Nord, le Sud, le Nord. Là, il faut préciser, bien évidemment, celui qui parle de Sud global parle évidemment aussi d'un Nord global, qui est à l'opposé du Sud global. Et c'est bien évidemment, Patrick Pilotor a essayé de préciser ça dans son livre. S'il y a le Sud global, c'est qu'il y a le Nord global. Donc on arrivera tout de suite. Alors, c'est en 2007, après cette revue, que le concept a aussi pris de l'ampleur. Mais il a fallu attendre la guerre russo-ukrainienne pour que les hommes politiques, des internationalistes, notamment français tels que Dominique de Villepin, qui a essayé de faire rayonner cette conception dans l'espace médiatique français. Les hommes politiques, des internationalistes, des diplomates ont repris le concept et le concept a pris de plus en plus de l'ampleur. Mais il y a juste les internationalistes ou les spécialistes ne s'entendent pas sur la notion pour la simple raison que le concept de Sud global englobe beaucoup de pays. Il y a ce qu'on appelle il n'y a pas d'homogénéité en fait, il y a l'hétérogénéité du Sud global, c'est-à-dire que dans ce Sud global, il y a des pays puissants, des pays militairement, si vous voulez. Tu peux en nommer un? Justement, en fait, ces pays comme la Chine, comme l'Inde, l'Iran, la Corée du Nord, sont des pays, le Brésil bien sûr, sont des pays qui se considèrent faisant partie du Sud global. Et il y a d'autres pays en voie de développement, en Afrique notamment, et dans d'autres régions du monde, en Amérique du Sud, qui se considèrent aussi faisant partie de ce Sud global. C'est d'où d'ailleurs beaucoup d'internationalistes disent que la notion du Sud global n'a pas de sens. Ça suscite vraiment de polémiques. Il y a même des hommes politiques comme Catherine Colonna, qui était à l'époque, en 2023, ministre des Affaires européennes et françaises, ministre française des Affaires européennes et internationales, qui, lors de la conférence ou du sommet franco-britannique, je me rappelle encore de sa déclaration, c'était le 10 mars 2023, qui disait que le Sud global n'existe pas géopolitiquement. C'est-à-dire que, pour elle, parlant du Sud global, c'est comme si on parle d'homogénéité d'un système, d'un bloc qui peut faire face au système international. Et cela m'amène d'ailleurs à cette classification cette classification théorique de sécurité internationale qui a été développée par Charles-Philippe David et puis accompagné de son ami Olivier Schmitt dans leur livre Guerre et paix, approche et enjeux de la sécurité et de stratégie, d'où ils ont classifié un peu les puissances en 5 globes. Okay. En 5 classifications. Ces 5 classifications, on a superpuissance, on a la grande puissance, on a la puissance majeure, et on a la puissance régionale, et on a la puissance secondaire. Alors, la superpuissance, peut-être que vous vous posez la question. C'est ce qui nous intéresse. Exactement, et c'est ce qui va nous aider à comprendre justement pourquoi le débat du Sud global est animé aujourd'hui au sein des spécialistes pour dire que non, il n'y a pas un Sud global, il faut faire la différence. Parce que dans ce Sud global, on a des grandes puissances, on a des grandes puissances, on a des puissances majeures, on a des puissances régionales, mais aussi on a des puissances secondaires. Alors, superpuissance pour Charles-Philippe et Olivier, c'est que c'est cette puissance qui a des intérêts stratégiques mondiaux et une capacité de défendre ses intérêts stratégiques et une puissance qu'aucune autre puissance ne peut à elle seule battre. Et il prend l'exemple sur les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis ont eu un intérêt ou des intérêts stratégiques mondiaux et ont aussi la capacité militaire de défendre ces intérêts et ils peuvent les défendre parce qu'ils veulent. Aucun pays à lui seul ne peut s'opposer à cette puissance pour l'empêcher de prendre. Donc, si je comprends bien, c'est que les États-Unis au jour d'aujourd'hui sont toujours légèrement en matière de défense nucléaire. Est-ce que tu veux dire? Oui, à travers quand même leur puissance, à travers des alliances militaires que les États-Unis ont nouées de partout dans le monde, avec leur parapluie nucléaire dans le Moyen-Orient, en Europe avec l'OTAN, ils existent partout. Donc oui, on peut dire que en réalité, les États-Unis restent encore, moi je suis d'accord avec cette analyse que c'est une superpuissance. Mais il y a des grandes puissances également. Pour Charles-Philippe Olivier également, cette grande puissance, c'est une puissance qui a des intérêts stratégiques, mondiaux, mais avec une capacité d'intervention, de faire de s'approprier en fait de ces intérêts-là, avec une capacité très limitée, mais qui a une influence régionale dans sa région, en fait, dans sa région géopolitique, a une influence et qu'aucun pays qui peut empêcher une superpuissance d'intervenir dans sa zone régionale. Et ils ont pris l'exemple sur la Chine, qui est une superpuissance,
qui est plutôt une grande puissance, une capacité, mais avec une capacité limitée, et qui peut s'opposer à l'intervention d'une superpuissance dans sa zone. Et vous voyez, pourquoi cette précision elle est importante? Parce que les États-Unis, les États-Unis considèrent les États-Unis comme une superpuissance, mais les États-Unis font partie du Nord global. Et la Chine, comme une grande puissance, qui fait partie du Sud global. Vous voyez? Et puis, je vais très rapidement essayer de définir aussi, de donner des exemples par rapport à la puissance majeure et puis puissance régionale. La puissance majeure, pour eux, c'est cette puissance aussi qui a des intérêts mondiaux, des intérêts stratégiques mondiaux, mais avec une capacité très limitée, de défendre ses intérêts, à l'image de la grande puissance, mais avec qui aussi, dans sa région, une autre puissance peut quand même intervenir sans que cet État ne puisse s'opposer conséquemment. Et puis, il y a aussi les puissances régionales qui ont une capacité, des intérêts stratégiques aussi mondiaux, avec une capacité d'intervention très limitée, mais surtout qui peuvent influencer à des mesures, à une dimension très limitée, des politiques régionales dans leur géopolitique, dans leur région géopolitique, mais aussi avec une intervention internationale très limitée. C'est-à-dire qu'ils peuvent, sur la scène internationale, ils ne peuvent pas empêcher d'autres pays. Donc, pour la puissance majeure, ils ont pris l'exemple sur la France, la Russie, même si moi j'ai un petit bémol, là où on met la Russie et la France et le Royaume-Uni dans la même classe, mais c'est justifiable aussi, on peut l'expliquer parce que c'est aussi ça la recherche. Et pour la puissance régionale, on a pris l'Allemagne, le Niger, le Kenya, l'Argentine et beaucoup d'autres pays. Et puis on a les puissances secondaires qui ont des intérêts, bien sûr, stratégiques mondiaux, mais qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas des capacités, qui ont une capacité très limitée, non seulement d'influencer les régions, mais aussi même de se défendre. Ça, c'est exactement. Donc, vous voyez, si on parle de cette classification, on comprend que le concept de Sud global est biaisé, peut être débattu. Comme Catherine Colonna l'a dit, géopolitiquement, la Chine et le Kenya ne pèsent pas, en fait, n'ont pas le même poids. Et d'autant plus que dans ce Sud global, il y a des pays qui sont géopolitiquement aussi opposés. La Chine qui se considère du Sud global et l'Inde qui se considère du Sud global ont des conflits frontaliers, donc n'ont pas d'entente le plus souvent entre elles. Donc ça fait partie de ce qui disent que le Sud global reste un concept à étudier encore, mais qui, en définitive, reste quand même quelque chose à débattre. Très bien, merci. Existe-t-il une relation entre le désarmement nucléaire et le principe de non-prolifération des armes nucléaires? Bonne question. Oui, pour répondre à cette question, il faut partir de la notion de non-prolifération des armes nucléaires. Pourquoi cette notion? Il faut d'abord rappeler que c'est l'article 6 du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui impose cela aux pays dans ce qu'on appelle les Andes, c'est-à-dire que les AN2, c'est-à-dire les pays non détenteurs des armes nucléaires, qui imposent à ces pays de ne pas se nucléariser. C'est ce qu'on appelle la non-prolifération des armes nucléaires. Bien entendu, les pays signataires, parce qu'il faut préciser que ce traité a été initié par des puissances nucléaires à l'époque, les États-Unis, le Royaume-Uni et puis l'Union soviétique, après la Seconde Guerre mondiale. Exactement, c'était, pour être précis, en 68, beaucoup de pays ont signé et puis ça est rentré en vigueur, ça a été ratifié en 68 et rentré en vigueur en 70. Et donc, du coup, ça fait que les pays non nucléaires, ça les interdisait de se nucléariser. Et par contre, les pays nucléaires aussi, ça demandait à ces pays de progressivement se dénucléariser sous la supervision de la communauté internationale, notamment à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui nous précise que, alors, la non-prolifération des armes nucléaires et le non-désarmement posent des problèmes, ont des liaisons, c'est-à-dire que à partir de ce moment que cet article 6 n'est pas respecté, ça soulève des problèmes. Et c'est ce qui fait que la question de désarmement nucléaire qui nous réunit aujourd'hui du Sud global pose un problème. Pourquoi? Et il y a un article qui a été récemment publié par l'Institut français des relations internationales, IFRI, qui est très riche, notamment qui a évoqué 4 raisons fondamentales de la prolifération nucléaire. Alors, quelles sont ces raisons? Alors, la première raison, ils nous ont indexé ce qu'on appelle la composition, ou si vous voulez, c'est
c'est comme ça, c'est la structuration de l'environnement sécuritaire, c'est-à-dire la structuration changeant de l'environnement sécuritaire international. Pour eux, le fait qu'il y a beaucoup de rivalités entre les pays, entre les puissances, avec des pôles de puissance qui naissent ça et là, cela soulève des questions pour des pays qui ne sont pas nucléarisés, pour dire, écoutez, alors, si vous ne nucléarisez pas, voilà des puissances, des pôles de puissance qui naissent partout. Ça, un jour, il y a une puissance qui va vous attaquer. Donc, ce changement de l'environnement et cette concurrence entre les États fait que beaucoup d'États sont incités aujourd'hui à s'armer nucléairement. Alors, la deuxième raison qu'ils ont évoquée, c'est cette capacité des États-Unis à respecter leurs engagements de sécurité à l'envers, par rapport à leurs alliés avec lesquels ils ont signé des alliances de sécurité. Ce qui me rappelle notamment la situation en Corée du Sud, la situation de la Corée du Sud plutôt, et puis aussi l'Arabie Saoudite, qui ont manifestement annoncé leur volonté de s'armer. Parce que l'Arabie Saoudite, voyant un Iran, peut-être qu'on arrivera tout de suite, qui s'arme nucléairement, l'Arabie Saoudite a dit aux États-Unis, mais écoutez, est-ce que demain, vous seriez capable de nous protéger, voyant tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, au Moyen-Orient et en Ukraine. Et ils se disent aussi, c'est la même chose aussi pour la Corée du Sud, qui dit aussi, ben, regardez, la Corée du Nord s'arme là. Nous aussi, on doit s'armer parce que demain, on sait pas ce qui va se passer. Donc, ce doute sur la capacité des États-Unis à respecter leurs engagements, c'est ce qui amène ça. La troisième raison qu'ils ont évoquée, c'est cette raison de non-respect de l'article 6 du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Parce que les grandes puissances nucléaires imposent aux autres États à travers des sanctions économiques de ne pas s'armer nucléairement. Pendant ce temps, l'autre volet de cet article qui demande évidemment à ces États nucléaires de se désarmer progressivement, rien n'est fait pour respecter ce pan de l'article. Parce qu'il faut savoir que l'article, ce traité a trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est, la non-prolifération nucléaire. Le deuxième objectif, c'est le désarmement nucléaire. Et le troisième objectif, la promotion de l'énergie civile, en fait, du nucléaire civil. C'est-à-dire pour donner de l'électricité au pays. Et maintenant, premier objectif, c'est premier objectif, c'est la non-prolifération. Ok, nous respectons cela. Deuxième objectif, c'est le désarmement. Ça, c'est vous, ça vous concerne, vous qui êtes armés, de vous désarmer. Vous ne respectez pas cela. Donc, ils ont dit, la troisième raison pour l'Institut français de relations internationales, ça fait que beaucoup de pays se disent, ben, si vous ne respectez pas le traité, nous aussi, on va pas respecter. On va s'armer nous aussi. Alors, la quatrième raison, c'est avec ces instabilités, ces attaques des pays, des puissances armées nucléaires qui attaquent d'autres pays qui ne sont pas armés. Ils ont pris l'exemple sur le cas de l'Ukraine. La Russie aujourd'hui qui attaque l'Ukraine. Il faut savoir que dans la dissuasion ou dans la guerre nucléaire, on n'est pas dans la guerre nucléaire, il y a deux théories qui ont été développées. Il y a la dissuasion offensive et la dissuasion défensive. Alors, beaucoup de pays de puissance nucléaire utilisent le concept de dissuasion défensive. C'est-à-dire qu'ils disent, mettons, la Corée du Nord qui dit aux États-Unis, si vous m'attaquez, voilà ce que je vais faire. Alors là, sur la base de ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire la théorie de la destruction mutuelle DME. Donc, si vous m'attaquez, soyez sûr que votre première frappe neutralisera toutes mes ressources ou toutes mes réserves de réplique. Sinon, moi, si je vais répliquer. Donc, il y a ce qu'on appelle la dissuasion défensive. Mais il y a la dissuasion offensive. C'est ce que la Russie, les puissances nucléaires, utilisent le plus souvent contre les États qui ne sont pas nucléarisés. Donc, comme le cas de la Russie, ils ont pris l'exemple. Un État nucléaire attaque un État non nucléaire. Et quand d'autres États nucléaires veulent soutenir cet État non nucléaire à se défendre comme l'OTAN le fait avec l'Ukraine, la Russie utilise son arme nucléaire, sa menace nucléaire pour dire si vous envoyez telle ou telle arme à l'Ukraine, je vais utiliser mon arme nucléaire. Donc, ça fait que, et ils ont dit, l'Institut français a dit, bon, avec des arguments comme ça, avec des situations comme ça, ben, des pays comme la Corée du Nord, comme la Corée du Sud, comme ils vont dire, mais attendez, donc nous aussi on doit s'armer parce que demain l'Iran va nous attaquer et puis l'Iran va utiliser son arme nucléaire pour dire aux États-Unis si vous intervenez, je vais utiliser mon arme nucléaire. Et puis la Corée du Sud va s'armer pour se protéger, pour ne pas que demain si la Corée du Nord l'attaque, pour que les États-Unis ne disent pas si les États-Unis veulent intervenir, la Corée du Nord dira si vous intervenez, je vais utiliser mon arme nucléaire. Donc les États-Unis ne pourront pas intervenir. Ça fait que ces pays sont tentés à se nucléariser. Donc c'est ce qui amène le concept qui fait que le concept de non-prolifération n'est pas respecté selon eux. Ces quatre raisons que j'épouse personnellement. Alors le désarmement, ça va de pair. À partir du moment que
la non-prolifération n'est pas respectée, les pays qui sont aussi armés ne veulent pas se désarmer pour de simples raisons de positionnement géopolitique. Parce que un pays comme les États-Unis qui se désarme aujourd'hui nucléairement perd ses alliances militaires. Absolument. Parce que c'est son parapluie quand même nucléaire qui fait que il a toutes ses alliances aujourd'hui. S'il n'a pas cela, c'est ce qui fait d'ailleurs que il y a un nouveau traité qui est né en 2007 qu'on appelait le TIA, c'est-à-dire le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ça suscitait beaucoup de polémiques parce que ça polémique que les internationalistes ont considéré que ce traité va faire que beaucoup d'États vont se désintéresser du traité de non-prolifération et venir s'ajouter à ce traité, mais qui soulève d'autres points, parce que ce traité interdit aux États l'utilisation de leurs armes, même dans le cadre de la dissuasion. Ce qui veut dire que les États-Unis n'auront plus le pouvoir d'utiliser cette doctrine dissuasive. Et cela pose vraiment des questions fondamentales sur la non-prolifération et sur le désarmement. Ça fait que, aussi longtemps que la non-prolifération, le désarmement n'est pas possible, la non-prolifération ne sera pas aussi possible, et si la non-prolifération n'est pas possible, par conséquent, le désarmement aussi ne sera pas possible. C'est le cercle vicieux. Exactement. Très bien. Alors, tu l'as mentionné précédemment, on a beaucoup entendu parler de la course aux armements durant la guerre froide, entre justement les deux géants de l'époque, l'URSS, l'Union soviétique et les États-Unis. Mais que signifie le concept de désarmement nucléaire aujourd'hui? Justement, comme on le disait, ce concept de désarmement nucléaire, c'est vraiment un volet deuxième question qui vient vraiment nous poser la question de désarmement et non-prolifération. Le concept de désarmement nucléaire, justement, c'est ça, c'est que ces pays qui ne sont pas nucléarisés, auxquels on demande de se désarmer, de ne pas se nucléariser, ces concepts les a imposés à travers l'article 6 du traité de non-prolifération, et beaucoup de pays ne respectent, mais sous sanctions économiques. Parce que si on les laissait dans leur volonté avec leur volonté personnelle de s'armer, et ce qui reste évident, ils vont vraiment s'armer. La preuve en est que beaucoup de pays l'ont tenté, comme l'Afrique du Sud, la Libye, l'Irak, mais avec des sanctions, ces pays ont abandonné. Donc, ce concept de désarmement nucléaire, ça veut juste dire que le traité de non-prolifération des armes nucléaires reconnaît ou donne le droit aux États membres, aux États signataires, de quand même se procurer de l'armement. Pas de l'armement, peut-être du nucléaire, de s'approprier du système nucléaire, mais dans le cadre civil, c'est-à-dire pour l'électricité et tout ce qui rentre dans ça, mais avec un enrichissement se limitant de 3 à 5%. Cela peut donner de l'électricité. Mais quand ça dépasse cela, ça devient peut-être comme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'enrichissement de l'uranium, quand c'est de 3 à 5, c'est correct, il faut préciser que c'est l'uranium 235 qui est de plus enrichi et qui fabrique, qui produit l'arme nucléaire. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, le cas de l'Iran, qui, notamment avec les accords, ce qu'on appelait l'ANI, accord nucléaire iranien, en 2015, qui permettait à l'Iran seulement que d'enrichir son nucléaire de 3 à 5% pour l'électricité. Et l'Iran aujourd'hui, c'était en mai 2004, les informations relevées à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique, que l'Iran aujourd'hui a enrichi son uranium l'uranium de 20% qui est enrichi plutôt a atteint aujourd'hui 751 kg, et l'uranium enrichi de 60% a atteint aujourd'hui quelque chose de 142 kg. Et ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que l'uranium 235 enrichi, il faut juste l'enrichir de 80 à 90% pour que ça produise l'arme nucléaire. Et l'Iran aujourd'hui à 60%. Ce qui veut dire que l'Iran, il ne reste que 20% pour atteindre 20% de ces 142 kg de l'énergie de l'uranium enrichi. Il lui suffit juste 20% pour atteindre, pour s'approprier ou pour avoir cette arme nucléaire. Donc c'est ce qui fait que le concept de désarmement nucléaire reste un concept qui reste difficilement à respecter, qui demande ces pays à ne pas s'armer, mais aussi longtemps qu'on donne, parce qu'il faut préciser que c'est les États-Unis quand même qui ont octroyé ces réacteurs à l'Iran, à travers pour les premiers réacteurs à l'Iran pour son énergie civile, atomique. Mais aujourd'hui, voilà, c'est que ça donne. En dépit des sanctions, l'Iran a quand même réussi à augmenter son arsenal. En dépit des sanctions. En dépit des sanctions, mais pour cela, il faut dire que parce que l'Iran, contrairement à la Corée du Nord qui ne fait plus partie depuis 94, et qui s'est 93 plutôt, pour moi, qui s'est retiré de ce qu'on appelle l'agence que je disais tout de suite, l'agence internationale de l'énergie atomique. Donc c'est cette agence qui a
la responsabilité de la surveillance et du suivi des États utilisant l'énergie atomique pour l'énergie civile pour faciliter la compréhension. Et la Corée du Nord s'est retirée, mais l'Iran s'est pas retiré. Mais ce qui se passe, l'Iran, ces derniers temps, avec surtout le décès de son premier ministre et de son ministre des Affaires étrangères, Raïssi, exactement, Ebrahim Raïssi, l'Iran a suspendu non seulement les pourparlers, le contrôle de l'agence, mais aussi a éteint toutes les caméras de cette agence de surveillance. Ça fait que personne ne sait. Personne ne sait ce qui se passe. Peut-être probablement encore en train d'enrichir. Exactement. Et là, pour vraiment soutenir la question que vous posez, c'est que, on le sait, d'habitude, l'Iran est en conflit permanent avec Israël. Alors, mais l'Iran directement n'avait jamais attaqué Israël plutôt, jusqu'à récemment, l'Iran a toujours utilisé ses proxys, comment dirais-je, au Liban, avec Hezbollah et ailleurs aussi. Alors, ce qui se passe, l'Iran, cette fois-ci, a osé quand même attaquer, répliquer directement, a dit à ses proxys, non, attendez, a riposté et a envoyé des projectiles et a attaqué Israël, ce qui veut dire que l'Iran est confiant de quelque chose. Oui, en attaquant, c'était aussi peut-être pour montrer sur la scène internationale qu'ils sont à même de pouvoir riposter et qu'ils sont suffisamment sécures au niveau de leur arsenal. Exactement. De pouvoir faire face à une réponse potentielle. Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est là aussi, peut-être, ça va nous faire sortir un peu de nos sujets, mais c'est là aussi, augmente, si vous voulez, l'aura ou la puissance ou l'image de l'Iran au sein de la communauté musulmane qui est opposée à Israël. Là, ça veut dire que tous ces présidents ou tous ces rois de ces pays du Golfe ou de ces pays musulmans sont mieux sur le sujet de la Palestine. Et voilà un Iran à lui seul qui riposte et qui attaque frontalement Israël. Donc, toutes ces communautés musulmanes, même ce conflit chiite, sont mis des côtés, ces conflits sont mis de côté. Et pour la cause musulmane. Pour la cause musulmane. Pour la cause des Palestiniens. Exactement. Voilà l'Iran qui ose quand même. Donc, ça donne une certaine image à l'Iran au sein de la communauté internationale musulmane. Très bien. Ouais. Alors, la politique de dénucléarisation des pays du Sud global peut-elle réussir dans ce monde qui tend à se multipolariser? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Merci. Merci. Ouais. Parce que dans ce monde multipolaire, il faut relativiser les choses. Et il y a justement, à juste raison, on parlait de la dissuasion nucléaire tout de suite. Ce qui m'amène à répondre à votre question tout de suite que ce n'est pas pour demain que cette politique sera respectée. Et votre question est de savoir si le désarmement nucléaire sera respecté dans ce monde qui se multipolarise. Et moi, je suis convaincu de l'idée qu'avec tout ce que la détention de cette arme procure comme en termes de sécurité, j'ai travaillé sur ce terme que j'ai appelé la sécurité symbolique, notamment si vous voulez la dissuasion. On sait aujourd'hui, dans l'un de mes cours, la sécurité, séminaire multidisciplinaire sur la sécurité internationale, je me rappelle encore que mon professeur d'alors, M. Giguère, général Giguère, qui nous présentait une image qui présentait en général de Gaulle auprès du président des États-Unis, du président russe de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Un général de Gaulle qui a tout vu comme ça. C'était une caricature en fait. On voyait un général de Gaulle tout bas qui regardait comme ça ces présidents des puissances détentrices des armes nucléaires. C'est sûr qu'à l'époque, la France n'avait pas essayé son arme nucléaire. Justement, vous avez très bien compris. Et après le premier essai en 68, avant que je me trompe, le premier essai de l'arme nucléaire française au nord de l'Algérie. Et le général de Gaulle, la deuxième caricature était que le général de Gaulle était au même niveau que ses présidents, il se regardait dans les yeux. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous détenez cette arme nucléaire, ça vous sécurise, ça vous amène à avoir votre voix sur la scène nationale, à décider ou à quand même à dire ce que vous pensez, à défendre vos intérêts politiques et géopolitiques. Et justement, à titre de raison, ça me rappelle de l'histoire de l'Irak, ça rappelle aussi de l'histoire de la Libye, qui ont abandonné les programmes nucléaires et qui, en fin de compte, on a tous vu ce qui s'est passé justement sur la télévision, ce qu'on appelle l'agence de presse d'État nord-coréenne, disait, je me rappelle encore, c'était en janvier 2016, qui annonçait que, j'essaie de les citer, l'arme nucléaire reste quand même, la dissuasion nucléaire reste l'unique et la seule force
efficace pour se protéger de ses agresseurs. Donc ça, c'est la télévision nucléaire. Ça veut dire toute la conception, toute cette philosophie que la Corée du Nord a autour de la détention de l'arme nucléaire. Donc pour la dissuasion, si sur la télévision nationale, on affirme et on assume, c'était le 16 janvier 2016, que cette arme nucléaire reste l'une et la seule arme ou la seule force qui protège contre nos agresseurs. Ils ont même donné l'exemple sur Saddam Hussein et Kadhafi pour dire que si ces gens n'avaient pas abandonné leur programme, ils seraient pas aujourd'hui là où ils seraient pas assassinés aujourd'hui. Donc ça veut dire, pour répondre à votre question, ce n'est vraiment pas facile que ces pays, ce programme soit respecté de désarmement nucléaire. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que le traité de non-prolifération ou le TNP interdit aux pays non nucléaires signataires de se doter de l'arme nucléaire? Et je pense que vous l'aviez mentionné un peu plus tôt au moment de l'émission. Il invite également les pays détenteurs d'armes nucléaires de se dénucléariser. Où en sommes-nous aujourd'hui dans ce programme de dénucléarisation? Alors, le programme de nucléarisation, il faut préciser que ça n'a pas réussi. Oui. Ça n'a vraiment pas réussi. Il y a eu beaucoup de choses. Les États-Unis ont vraiment fait des efforts et cet article dont je vous ai parlé de l'IFRI essaie vraiment d'expliquer cela. Quoi qu'on dise, l'unipolarité, c'est-à-dire que quand les États-Unis étaient la seule force sur la scène internationale, la prolifération nucléaire n'avait pas pris de l'ampleur, même si on a connu quand même le cas de l'Inde et puis le cas aussi du Pakistan qui se sont octroyés de l'arme nucléaire. Mais c'était géopolitiquement analysé. Et mais au temps de l'unipolarité, il y avait une certaine assurance avec les sanctions économiques et tout ce qui va avec ça, ça protégeait un peu. Mais depuis 2001, vous avez vu, la Corée du Nord, l'Iran assume le truc. C'est parce qu'il y a eu une certaine, aujourd'hui, on a la conception multipolaire des relations internationales, ce qui fait que ce concept, c'est pas facile que le désarmement nucléaire soit respecté. Et c'est ce qui m'amène à répondre à votre question pour dire que nous sommes aujourd'hui à une phase où la prolifération nucléaire prend de plus en plus de l'ampleur et que il sera difficile quand même que cela soit respecté. Mais avec tous les conflits auxquels on assiste actuellement, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la crise au Moyen-Orient, on a la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Est-ce que ça va pas pousser peut-être plus de pays à vouloir se nucléariser aujourd'hui? Alors, les internationalistes sont quand même partagés sur cette idée. Il faut dire que il y a des pôles. Par exemple, je me rappelle encore de cet article de Benoît qui dit que il faut imaginer la guerre nucléaire pour y faire face. Et donc Benoît, lui, il est d'accord sur le fait que la dissuasion nucléaire est une force et que ça aide au pays de se protéger. N'eût été la dissuasion nucléaire, aujourd'hui on sera dans une guerre nucléaire. Sauf que cette dissuasion permet au pays, évite, si tu veux, pour faciliter, la dissuasion nucléaire évite l'affrontement direct. Mais sauf que Charles, Philippe et Olivier sont opposés à cette idée parce qu'ils soutiennent que si vraiment ça évite à la confrontation nucléaire, alors à quoi bon d'interdire aux autres pays de s'armer? Parce que si je m'arme, ça évite qu'il y ait de la guerre, qu'il y ait de la confrontation, ben c'est normal aussi. Alors laissons tout le monde s'armer, ce serait mieux comme ça, au moins il n'y aura pas de guerre nucléaire. Oui. Tu vois, donc ça partage vraiment les internationalistes, les spécialistes sur la question. Alors pour finir, voyant de plus en plus de pays du Sud global armer leur programme nucléaire, quelles seront les conséquences sécuritaires dans le futur et quelles implications cela pourra engendrer en termes... cela pourrait engendrer dans le futur? Alors, il y a beaucoup de facteurs, je vais pas être quand même prévisionniste. Je vais pas essayer de faire de cristal, mais ton avis nous intéresse sur cette question-là. Alors pour mon avis, il faut dire qu'avec la prolifération nucléaire, il y a des enjeux géopolitiques qui se posent, des défenses d'intérêts économiques aussi qui se posent, et on va juste prendre l'exemple sur le cas de l'Iran aujourd'hui qui essaye de s'armer nucléairement. Il faut dire que des États-Unis qui ont des parapluies nucléaires avec l'Arabie Saoudite dans cette zone, si je peux essayer quand même de prédire ce qui pourrait se passer avec la prolifération nucléaire, c'est que demain le monde pourrait se retrouver dans un conflit nucléaire, parce que voyant tout ce que la Russie était en train de faire ou est en train de faire avec ses menaces nucléaires avec l'Ukraine, mettons que ce que la Russie pose comme ligne rouge arrive à être franchi un jour, et que pendant ce temps dans une autre zone du globe, de notre monde, que les mêmes situations se posent entre les alliés, c'est-à-dire que que des pays alliés à la Russie
qui sont nucléaires comme l'Iran et comme la Corée du Nord arrivent aussi à attaquer d'autres pays comme la Corée du Sud, et que les mêmes lignes rouges soient franchies de ces côtés, il y aura une certaine alliance des puissances nucléaires. Vous voyez, et c'est ce qui vraiment pose un sérieux problème à mon niveau. Donc, pour mon humble avis, il faut favoriser le désarmement nucléaire. Quoi qu'on dise, les États-Unis ont fait vraiment un grand effort dans ce sens. Et moi, ma foi, il faut soutenir cet effort des États-Unis à essayer de plus en plus, essayer d'infliger des sanctions économiques ou peut-être imposer parce que les sanctions économiques, on a vu que elles ne marchent pas toujours. Il faut engager des pourparlers. Il faut essayer de dialoguer avec ces pays pour qu'enfin on arrive non seulement à la non-prolifération, c'est-à-dire ces pays qui ne sont pas armés, de ne pas s'armer, mais aussi il faut que ces pays, parce que c'est bien dit dans l'article 6, de bonne foi. Il faut que ces pays nucléaires quand même aient de bonne foi, essayer de se dénucléariser, et cela assurera aussi aux pays qui ne sont pas nucléarisés de ne pas se nucléariser. Merci beaucoup Amadou Keïta pour cette belle présentation qui donne envie d'en découvrir et d'en apprendre davantage sur le nucléaire. Merci à vous. Notre balado touche à sa fin. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une autre question de savoir.